Bonjour, donc voilà, j'ai 70 ans et lorsque j'ai créé Cyrano au théâtre Mogador, j'en avais une trentaine, même pas, c'était en 83. Et maintenant je me dis, mais comment je pourrais le jouer, comment je vois tout ça. C'est très très compliqué. D'abord parce que au moment où je l'ai joué, la tradition était de le faire jouer toujours par quelqu'un disons, de mûr. Les grands Cyrano de référence étaient naturellement Daniel Sorano, mais aussi Pierre Dux, des gens qui avaient déjà 40, 50 ans. Je crois que j'étais dans les représentations qui ont compté l'un des, sinon le plus jeune. Et d'ailleurs, j'amenais là-dedans, c'est peut-être ce qui avait fait plaisir aux gens, quelque chose de l'ordre d'un enthousiasme et d'une juvénilité folle qui était d'ailleurs la mienne face à ce grand personnage qui m'avait tant fasciné à la Comédie Française. Je me souviens, je dévalais au risque de me faire engueuler par les gardes républicains les escaliers pour courir, hurler mon admiration au parterre alors que j'étais au paradis. J'avais gagné mes places en faisant la queue pendant, je pense, 2 heures le dimanche pour des places à 1 franc 50 en galerie. Et c'était monsieur Jean Piat, très grand Cyrano, qui m'avait bouleversé. Alors voilà, en effet, oui, j'étais tout plein d'amour pour ce texte, et tout plein de naïveté. Mais c'était pas plus mal d'ailleurs parce que, imaginez-vous, ce premier acte, par exemple, parlons-en. D'abord, c'est extraordinaire. Il y a un gars qui dit j'entre gratis. C'est-à-dire que, allez, vive l'imaginaire, vive la grande, seul l'espace de liberté, ce qui nous offre le théâtre. Et c'est ouvert à tous. Il y a une gratuité dans cette relation entre nous qui est absolument magnifique. Et puis en plus, après, vous avez la maréchaussée, l'armée, c'est-à-dire les chevaux légers de la maison du roi, le mousquetaire, ensuite le pâtissier célèbre du quartier, l'académie, les précieuses, les voleurs, les ivrognes comme Linière. Enfin bref, toute la société est là résumée, mais de façon d'ailleurs assez exceptionnelle, avec cette façon magnifique qu'il a un peu piqué à Hugo, qui a été le premier un peu à le faire, à réussir à mêler 4, 5, 6 personnes dans un même verre, et on entre de plein pied dans cette grande comédie humaine dont nous avait déjà parlé un monsieur un siècle avant, monsieur Balzac, et là-dessus arrive qui? Arrive lors d'une représentation extrêmement traditionnelle, avec Montfleury vedette on ne peut plus et hautement reconnu, jouant un répertoire on ne peut plus traditionnel, lors même que déjà les comédies de Molière sont là, les Italiens sont là, lui il est là dans le grand répertoire tragique et ronflant. Et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui arrive? Un homme qui avait à l'époque, je crois, 24 ans, 25 ans, et ce fait divers que vous raconte Rostand, coquin, ne t'ai-je pas interdit pour moi? Eh ben, ça a existé, ça s'est passé. C'est un môme de 24 ans, légèrement même sérieusement ébréché, éméché, pardon, remarquez, ébréché sur Cyrano, c'est un lapsus intéressant, et qui rentre, imaginez-vous, là maintenant, une grosse vedette du théâtre parisien, je sais pas, par exemple, Pierre Arditi qui est en train de jouer, ou Fabrice Lucchini, ou des gens comme ça, voilà. Et d'un seul coup, il y a un gars de 22 berges, 23 berges, un type qui est un type complètement bourré, mais qui est quand même, on sait un peu qui il est. C'est quand même un auteur reconnu de pamphlets, mais aussi de science-fiction, moins reconnu en tant qu'auteur de science-fiction d'ailleurs, et qui rentre, qui dit allez Foucan, terminé, ce genre de théâtre j'en veux plus, c'est de la merde. Tais-toi, sors, au risque, au risque physique d'une rencontre avec la maréchaussée ou avec des marquis, et c'est ce qui va être le cas, adorant Montfleury. Et on a là, c'est ce qui s'est passé. Imaginez-vous quelle force a cet incident.
quelle force et quelle révolte ça représente sur un certain théâtre. On pourrait encore maintenant poser de ces petites bombes dans certains théâtres, ne serait-ce que pour le réveiller un peu. Et c'est ce que fait Cyrano. Mais à l'intérieur d'une pièce, qu'on étudiera plus tard, qui est quand même justement quelque chose qui n'invente rien sur le plan de la dramaturgie, qui est plutôt un hommage à, oui, à un théâtre qui désormais date un peu. Mais malgré cela, on ne peut pas être insensible à ce grand cri de rage, à cette grande révolte que imprime Cyrano dès le premier acte. C'est un acte de liberté, c'est un acte sans compromission, c'est un acte indépendant. Et ça, il y a quelque chose chez nous on a toujours aimé ça, on a toujours aimé Zorro à FR3 Régio, à FR3 National, on a toujours aimé ça. Donc voilà, ça c'est. Et alors ce qui moi me touche mais énormément, c'est que je sais que ce fait divers a eu lieu, il est consigné dans les registres de police de l'époque. Et puis d'autre part, quand on regarde un peu plus près ce sujet, alors certains disent ce monsieur de Cyrano, qui est de Bergerac, comme moi je serais de la Papouasie. C'est Cyrano, il existe à Paris, il est l'ami de Molière, tout le monde le sait. Cet homme est, si on regarde bien sa vie, qui a énormément imprimé cette pièce. On suit, contrairement à ce que disent certains, c'est quand même une pièce extrêmement inspirée de sa propre vie. Oui, il est un des premiers auteurs de science-fiction. Oui, il y a eu cet incident avec le théâtre, avec cette vedette qui était Montfleury. Et oui, il va mourir vraisemblablement d'un attentat perpétré contre le pamphlétaire qu'il était, contre les gens de Richelieu. Et en effet, il meurt, pardonnez-moi, dans les bras de Bonne-Sœur. Alors bon, après, il y a cette invention, mais c'est tout le problème des grandes pièces et du romanesque et du roman, c'est cette invention du poète qui transcende le fait divers dont il s'inspire. C'est voilà, c'est tous les grands romans, c'est Le Rouge et le Noir, c'est Monte Cristo, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est dans le théâtre, bien évidemment, également. Donc voilà, moi je trouve que c'est très important de prendre déjà cet homme comme un être indépendant et absolument pas moralisateur et le tenant d'une tradition française. C'est à mon avis l'opposé. C'est quelqu'un qui remue dans les brancards dès le premier acte. Et d'ailleurs, va nous confirmer cette chose, et ces formidables non-merci, qui sont extrêmement contradictoires. Vous vous souvenez, quand son ami Lebret, grand Lebret, qui était visible vraisemblablement un ami à lui, plus ou moins tourné vers les ordres, qui était également, ça, le vrai personnage est là, mais ça, Rostand nous l'a un peu éclipsé, était un homosexuel, vivait en communauté homosexuelle, et Lebret était vraisemblablement un de ses amis préférés. Et Lebret lui pose la question, mais ça, on l'a émoussé. Alors ça, on reviendra là-dessus. Un jour, sur Cyrano, on se demandera un peu, justement, si ce qui ne fait pas aussi son succès, c'est cette prudence qu'il y a dans toute l'œuvre de Cyrano, lors même qu'elle met en scène un personnage pas prudent du tout. Et son meilleur ami, Lebret, lui dit, mais que faudrait, si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire, et naturellement, tout acteur qui travaille correctement doit s'imaginer qu'il va dire la suite, la fortune et la gloire viendraient immédiatement, ça suivrait de fait. Et l'autre répond, et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron. Le mot patron d'une force considérable. N'oubliez pas que nous sommes totalement, quasiment à l'aube du XXe siècle. C'est quand même considérable. Patron. Un patron est comme un lierre obscur qui circonvient un tronc. Et là, j'aime beaucoup le côté un peu tarabiscoté, un peu baroque, un peu architecture du facteur cheval, du verre, parce qu'on peut s'en amuser, comme un lierre obscur. Lierre, c'est pas obscur du tout. Mais ce qui est obscur, c'est l'obscurité qu'il crée en s'entourant autour de quelqu'un. Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimpé par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Et je vous passe à tirade, je vous la dirai peut-être un autre jour. Et on a une
l'accumulation de « je ne serai jamais un être compromis ». Non merci à tout. Non merci à l'état des choses, non merci à l'état tout court, non merci à la quotidienneté des choses. Et d'un seul coup, à la tradition même des us et coutumes du Paris de cette époque qui ressemble aux us et coutumes de nos mondanités actuelles. Et on ne peut plus puissante. Et à un moment, il dit calculer, avoir peur, être blême. Aimer mieux faire une visite qu'un poème. Rédiger des placets, se faire présenter, non merci, non merci, non merci. Et là, c'est magnifique. Il va nous dire ça, écoutez bien, et on s'arrêtera là. Mais chanter, rêver, rire, passer, être libre, être seul. Eh bien, dans ce vers, on peut travailler pendant 1 heure, parce qu'au début, en effet, c'est « mais je vous en supplie, allons au-delà du sens, au-delà du langage, chantons, chantons, chantons comme la nature, chante comme les oiseaux, chante au matin, mais chantez, rêvez, rêvez loin de la réalité. C'est-à-dire, je m'éloigne de ma propre rêver. Je n'ai qu'une envie, c'est de rêver, car je ne peux pas sentir ce réel avec cet énorme nez qui m'empoisonne la gueule, qui m'empoisonne la vie, et puis avec justement cette fausseté, ce grand mensonge de Pinocchio qui lui fait grossir le nom, c'est le nez trait qui s'allonge et qui grossit de la société qu'il traverse. Mais chanter, rêver, rire, rire. Et d'un seul coup, écoutez bien, avant de dire être libre, être seul. Là, on peut se poser plein de questions. On peut faire sonner le clairon, être libre, être seul. Oui, peut-être, mais on peut aussi s'arrêter sur le mot passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est magnifique. Après avoir dit chanter, rêver, rire. D'un seul coup, j'exagère, bien sûr, les spécialistes vont hurler, mais c'est d'un seul coup une espèce de trou noir, de trou dans le passé. C'est presque beckettien, passé. C'est isolé, c'est un mot nul cru qui fait un trou dans le silence, comme disait Beckett. Passé. Être seul. On peut très bien ne pas mettre un point d'interrogation, mais un point qui mette la tête en avant au mot. Mais passé, être seul. Qu'est-ce que ça veut dire, être seul? Parce que moi, je ne suis pas d'accord. On n'est jamais seul pour réussir à quoi que ce soit. Donc, moi n'étant pas d'accord, ça s'interfère peut-être avec l'interprétation traditionnelle de Cyrano, où on dit être seul, être libre, être seul. Non, on ne peut pas être seul dans la vie. Alors moi, je le fais plutôt dans une forme retranchée, interrogative en silence, une sorte de sereine crispation. Être seul, être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Eh ben voilà, on a déjà fait un petit bout de chemin, on remettra ça une autre fois. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, mais bon, je vous parle comme ça librement, c'est tellement plus sympathique. Salut.